Madame, Monsieur, bonsoir. Après les enseignants, une crise majeure se profile pour les étudiants en médecine. Et le spectre de l'année blanche menace à présent des milliers de futurs médecins à cause d'une grève ou d'un boycott qui dure depuis 2 mois et qui s'enlise. La conférence de presse tenue ce week-end conjointement par les deux ministres de l'Enseignement supérieur et de la Santé a comme mis de l'huile sur le feu et les étudiants en médecine générale, dentaire et pharmacie du Maroc, via leur commission nationale, a réfuté ce qu'ils ont qualifié, je cite, d'erreurs récemment propagées, en faisant bien sûr référence aux déclarations des ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Nous écouterons plus tard la déclaration dont il est question. En tout et toujours selon la même commission, ils sont à 25 000 à boycotter les travaux pratiques, les travaux dirigés, les examens. La cause principale derrière cette mobilisation des étudiants, c'est cette formation qui a été réduite à 6 ans au lieu des 7 ans. Une décision qui aurait pu réjouir. Pourquoi alors déplaît-elle ? Selon les étudiants, toujours ce n'est que l'arbre qui cache la forêt des dysfonctionnements dans les facultés de médecine et autres CHU. Sans dialogue ou réel dialogue, même s'il y a eu beaucoup de réunions avec ces étudiants, quels sont les scénarios possibles pour une sortie de crise ? N'y a-t-il aucune alternative à l'année blanche pour répondre à ces questions qui taraudent beaucoup de parents et aussi d'étudiants ? Je reçois sur ce plateau de questions d'actu ce soir le président de l'université Sultan Moulay Slimane bin Mlal et surtout coordinateur du réseau des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, professeur Mustafa Abou Marouf. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba. Également avec nous et pour représenter le ministère de la Santé, son directeur des ressources humaines et directeur de la réglementation et du contentieux, par intérim donc au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Adil Zneber, bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation également. Se joint à nous le professeur de médecine et économiste de la santé, le professeur Jafar Haikal. Bonsoir professeur Haikal. Bonsoir Khadija et merci infiniment pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Alors, ma première question vous est destinée, professeur Abou Marouf. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Simiraoui, a parlé du rôle du ministère d'assurer les droits à poursuivre les formations aux étudiants. Quels sont le genre de pression auquel il fait référence ? Merci encore une fois pour l'invitation. Donc, c'était la conférence de presse tenue par les deux ministres conjointement il y a exactement une semaine. Et parmi les propos de Monsieur le ministre, c'était justement des étudiants qui, a priori à majorité, voudraient reprendre leurs cours, voudraient repasser leurs examens et qui n'arrivent pas tout simplement parce qu'ils sont comme sur menaces à travers les réseaux sociaux. Comment savez-vous cela ? Vous avez reçu au niveau des réclamations du réseau des facultés de médecine ? Enfin, le réseau des facultés, c'est le réseau des doyens qui se réunit. Bien sûr, chaque faculté, elle fonctionne. Oui, à travers bien sûr les doyens. Oui. À travers les doyens, il y aurait des sortes de menaces des étudiants qui voudraient passer leurs examens. Et nous avons reçu des sortes de plaintes et des étudiants et même des parents. Ça veut dire qu'un étudiant sur un réseau social, sur les réseaux, n'arrive pas à avoir un avis contraire que celui du boycott et ne pas reprendre les études. Et c'est la raison pour laquelle Monsieur le ministre s'est prononcé sur ce sujet pour dire que le ministère, ou plutôt le gouvernement, va protéger tout étudiant qui voudrait justement reprendre ses cours ou repasser ses examens normalement. Est-ce que vous avez un ratio de combien d'étudiants par rapport à la totalité veulent reprendre leurs cours, sont d'accord avec cette réforme ? Alors, pour la réforme, le ratio, je dirais, ça doit être théoriquement de plus de 90% pour la simple raison que cette réforme, on parle bien entendu de la réduction des années d'études de 7 ans à 6 ans, qu'elle a été annoncée l'année dernière, on est à pratiquement 3 semestres, et qu'elle a été comme acceptée, pour ne pas dire, elle a été acceptée par l'ensemble des étudiants. Et pour preuve, nous avons tenu au ministère plusieurs réunions avec les représentants des étudiants. C'était des réunions régulières
Et ce sujet de réduction de 7 ans à 6 ans n'était plus du tout évoqué. Maintenant, à la reprise de ce mouvement, ça a démarré par quelques pages d'un dossier revendicatif où il y avait certaines revendications d'abord d'ordre pédagogique, ce qui est habituel et normal, des revendications d'ordre, on va dire, organisationnel ou logistique, et de revendications d'ordre financier. Et ce sujet de 6 ans à 7 ans, pour nous, il a été comme validé par l'ensemble des étudiants. Je rappellerai ici... Il a été validé en amont ou en aval? Est-ce qu'il y a eu des consultations avec les étudiants? Parce qu'on sait que cela entre dans une réforme globale de l'enseignement supérieur dans notre pays, mais ont-ils été consultés en amont? Alors, comment on est organisé au niveau des facultés? La plus haute instance au niveau d'une faculté de médecine, bien entendu, c'est ce qu'on appelle le conseil d'établissement ou conseil des facultés. Et chaque faculté, bien entendu, dans son règlement, elle a un conseil de faculté. Et au niveau des conseils des facultés, il y a des représentativités par élection. Tous les enseignants sont représentés avec leurs différents grades, depuis le professeur assistant, le professeur agrégé et le professeur de l'enseignement supérieur. Les administratifs sont représentés avec leurs différentes catégories et même les étudiants sont représentés au niveau de chaque conseil de faculté suite à des élections. Et donc, il y a un représentant du premier cycle, c'est-à-dire première année, deuxième année, un second représentant du deuxième cycle, ça veut dire troisième, quatrième, cinquième, sixième et l'ancienne septième année, et un troisième représentant du troisième cycle, ça veut dire le résidanat ou l'internat. Et dans le process justement de validation de ce changement, donc il y a ce qu'on appelle le CNPN, le cahier des normes pédagogiques nationales, où chaque faculté a rédigé son CNPN et ça a été validé par chaque conseil d'établissement avant d'arriver bien entendu au niveau central. Donc pour parler de représentativité, la réponse est oui. Dans chaque faculté, il y a des représentativités des étudiants au niveau du conseil de faculté. Mais qu'en est-il des représentativités des étudiants qui, justement, mobilisent autant d'étudiants à boycotter même leurs examens? Malheureusement, c'est comme ça. C'est quand même une action qui a été entreprise par des étudiants. C'est-à-dire, oui. Et c'est dire quand même le poids, finalement, de cette représentativité. Malheureusement, je dis c'est comme ça parce que ça rappelle aussi, certainement vous vous en rappelez, du mouvement de 2019. Oui. Et avant, il y avait le 2015. Et avant, il y avait le mouvement de 2011. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que cette situation, elle ne plaît bien entendu à personne, ni à un responsable, ni à un enseignant de médecine, ni à un médecin qui exerce au Maroc, ni bien sûr aux étudiants, et bien entendu, ni aux parents, et ça doit plaire à personne, bien entendu. Maintenant, ce qui reste, c'est ce problème. On a l'impression que ça bloque justement pour cette histoire de réduction de 7 ans à 6 ans. Donc, j'avais dit que c'est passé dans tous les conseils d'établissement, et pour dire encore que c'est paru au Donc, vous persistez officiel, et signez. Ces étudiants-là, ils sont représentés au sein de ce conseil, ils ont donné leur accord, ils sont d'accord pour réduire le nombre d'années de 7 à 6 ans. Ils ont même été d'accord et ça a commencé. Et puis soudain, ils ont décidé de dire non. Précision, ces étudiants, je parle les étudiants de chaque faculté ont une représentation au niveau de leur conseil d'établissement. J'entends. Les étudiants en médecine. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons écouté le coordinateur du réseau des facultés et président d'université. Écoutons à présent le professeur. Vous êtes professeur de médecine, vous avez un contact justement direct avec ces étudiants, professeur Heikel. Pourquoi en sommes-nous arrivés là où nous sommes, sachant que, selon les dires bien sûr du professeur Abou Marouf, eh bien ces étudiants-là, ils ont été consultés en amont et aussi ils ont comme montré leur accord avant dirais-je, manifester leur désaccord. Voilà. Écoutez, d'abord, c'est une situation réellement qui me fait mal au cœur parce que Abou Marouf le sait, il a été étudiant, il a été interne, il a été professeur, il a été doyen, il est président.
et il sait très bien quels sont les enjeux. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut encore une fois, avec toute la sérénité nécessaire, je crois ne pas dire que c'est 90% des étudiants qui veulent rentrer et que c'est 10% qui menacent 90%. Je le crois absolument pas. Ça va être un peu compliqué, hein. Enfin, je veux dire, la logique veut que 10% ne peuvent pas mettre autant de pression sur les 90%. Ça ne fait pas de sens. Soyons sérieux, ça ne fait pas de sens. Qu'il y ait des gens qui veulent rentrer, bien sûr, je le comprends, et ils ont le droit de rentrer. S'ils ont envie d'étudier, c'est leur droit et il faut qu'ils soient protégés. Mais je ne pense pas qu'ils représentent la majorité, je pense qu'ils représentent bien au contraire la minorité. D'ailleurs, Khadija, le lendemain de la conférence de presse à la faculté de médecine de Rabat, il y a eu 100% de boycott des examens. Le lendemain de la fameuse conférence de presse. Je crois qu'il faut prendre ce dossier avec calme, avec sérénité. Je ne crois pas que quelqu'un ait raison et quelqu'un ait tort. Je crois que le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé essaient également de contribuer, doit être encore plus à l'écoute donc des étudiants, de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, parce que personne au monde ne va croire qu'un étudiant a envie d'augmenter son nombre d'années d'études, qui ne veut pas les réduire. Tout le monde et partout dans le monde, on a bien envie de réduire le nombre d'heures d'études et le nombre d'années d'études. C'est quand même étonnant que des étudiants veulent maintenir cette 7e année. On peut en discuter en détail. Il est extrêmement important qu'il y ait encore le dialogue et la communication. La pire des catastrophes qui pourraient nous arriver, nous en tant que médecins, en tant qu'enseignants, en tant que citoyens, pour nos étudiants, pour nos facultés, pour nos ministres, c'est qu'il y ait une année blanche ou alors qu'il y ait le boycott des examens. Il faut maintenir le dialogue, s'il faut 24 heures sur 24 ne pas dormir, il faut que les ministres avec les étudiants et avec l'aide bien sûr des présidents d'université, des doyens, du directeur des ressources humaines, il faut trouver une solution. Mais par contre, lorsqu'on dit il n'y a pas de dialogue, c'est comme ça et c'est ainsi, il n'y a pas de discussion, on va imposer ça, eh bien le résultat, c'est que, vous l'avez dit en début de votre émission, on met de l'huile sur le feu et résultat, les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes d'il y a 25 ans ou 30 ans, ils disent, eh ben, très bien, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de discussion, si vous nous imposez des choses, eh bien on ne les acceptera pas. Et c'est ça ce qui est dommage, Khadija, c'est qu'il y a, me semble-t-il, encore une fois, je peux me tromper, une rupture de la communication. Et pour terminer, je suis d'accord avec Abou Marouf, il y a des représentants dans les conseils de faculté. Mais un représentant dans une faculté, dans un conseil de faculté, ne signifie pas qu'il représente la majorité et qu'il accepte les décisions qui sont prises dans un conseil de fac. Il peut les écouter, il est là, il participe effectivement à la discussion en toute démocratie, mais ensuite, c'est la base qui décide, et la base peut dire « nous ne sommes pas d'accord ». Et là, aujourd'hui, je peux vous assurer, pour les avoir fréquentés ces derniers temps, les étudiants en médecine, de ceux que j'ai pu voir, hein, je n'ai pas vu tout le monde, de ceux qui m'ont contacté pour avoir un avis, la quasi-totalité sont contre la réduction. Il y a d'autres choses dans le cahier revendicatif, comme l'a dit le professeur Abou Marouf, bien évidemment, mais l'enjeu majeur, c'est d'abord et avant tout cette réduction pour laquelle ils n'ont pas été convaincus. Peut-être qu'il aurait fallu plus travailler pour les convaincre au niveau donc des ministères et leur dire pourquoi c'est important pour le pays de réduire. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi? Parce que normalement, un étudiant, il doit se réjouir hein, de savoir que, eh bien, il ne passera pas 7 ans d'études, mais 6 ans. Mais écoute, Khadija, on est tous passés par là. C'est Abou Marouf et moi-même, hein, on est passés par là. Et on sait de quoi on parle. La dernière année de médecine, la 7e année, qui est une année de ce qu'on appelait avant les faisons fonction d'interne, sauf quand on a passé l'internat comme pour Abou Marouf, au mois où on est là, on est encadré, Khadija. Nous avons des anciens. C'est Abou Marouf, il l'a vécu aux urgences pédiatriques et aux urgences du CHU de Casablanca comme moi. On était encadrés, on avait des seniors, des anciens qui nous ont accompagnés parce que au bout de 6 années d'études, eh bien, même si nos enseignants, et on les remercie, nous ont formés, nous ont donné des cours, etc., eh bien, cette année nous permet sur le terrain
de mieux soigner nos patients, de mieux donc les diagnostiquer, les traiter, mais attention, avec un encadrement. Nous avons été encadrés pendant au moins une année, voire des fois 2 ans, avec des gens qui ont plus d'expérience et qui nous permettent de Dans mieux... les CHU. Dans les CHU, c'est cela? Oui, dans les CHU et même dans les hôpitaux périphériques, Khadija, on avait des anciens dans qui les ont CHP 10 ans, aussi, 15 ans d'expérience, 20 ans et qui nous encadrent. C'est pas Et le cas aujourd'hui, professeur Heikel? Non, et je ne suis pas d'accord avec monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur quand il dit quasiment qu'au niveau de la 7e année, réellement, c'est pas une... Voilà, on ne fait pas grand-chose, ou ce serait la même chose, on fait 6 ans d'études et on vous donne votre doctorat en médecine, vous ferez la même chose qu'avant. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vécu, c'est Abou Marouf l'a vécu, et tellement, et des milliers de médecins marocains l'ont vécu. Maintenant, s'il faut que ça soit 6 ans, il faut mieux l'expliquer, mieux garantir ensuite un encadrement et la possibilité de mieux exercer notre métier de médecine. Et par ailleurs, encore une fois, on va en discuter dans quelques instants, quand on nous dit au Parlement qu'au Canada, aux États-Unis, les études de médecine, c'est 4 ans, je crois que réellement, il faut dire la vérité et ne pas dire des choses qui n'existent pas. Très bien. Alors, il y a effectivement cette question d'encadrement. Nous allons revenir aux détails de cette réduction de la période d'études donc pour les médecins. Alors, Adil Znebel, alors les 2 ministres ont été très clairs. La réduction de la durée de formation n'entame en rien la valeur scientifique des diplômes obtenus. Si effectivement, si on se dirige vraiment vers une année blanche, alors qu'on a déjà un manque de 34 000, est-ce que ça ne risque pas d'accentuer le manque de médecins dans notre pays? D'accord. Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation et pour le choix du thème qui est d'actualité actuellement. Mais il faudra, pour répondre à cette question, il faudra contextualiser la chose. Par rapport aux propos de M. le ministre lors de la conférence de presse, en parlant d'une pénurie de 34 000 médecins par rapport également à l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelle de 2030, où on devrait théoriquement être à 4,45 médecins par rapport au ratio médecins-population. Pour 10 000 habitants. Voilà, pour 10 000 habitants. Et c'est dans ce contexte-là que cet effort est en train d'être fait par le gouvernement pour permettre l'atteinte de cet objectif. On est tout à fait d'accord qu'il faut déployer toutes les mesures d'accompagnement pour pouvoir y arriver, surtout en matière de formation. Ces décisions qui sont en train d'être prises, c'est pour nous permettre d'atteindre cet objectif et surtout pour réussir le chantier royal de la couverture sociale par rapport à l'ensemble des citoyens. La décision, elle émane d'abord du ministère de l'Enseignement supérieur et ensuite la santé, c'est à accepter ou ça a été travaillé en amont par les 2 tutelles? Déjà, c'est une décision gouvernementale, c'est-à-dire c'est une affaire d'État. Ce n'est pas une décision d'un ministère qui va la prendre à lui seul. C'est une décision politique selon les dires des ministres aussi. Et maintenant, c'est au ministère de la mettre en œuvre. Après la mise en œuvre, comme a dit le professeur Abou Marouf, elle a été prise dans un certain contexte qui est un contexte d'une approche participative institutionnelle. C'est-à-dire parce que les décisions dans le cadre de l'approche participative ne peuvent pas être prises dans le cadre de réunions qui n'ont pas de cadre légal qui les réglemente. Le seul cadre légal où le partage de décisions se fait, c'est ces conseils d'établissement et je pense que les choses ont été faites dans les règles de l'art. Maintenant, en ce qui concerne la partie ministère de la Santé, c'est surtout la question des terrains de stage et dont vous avez parlé au niveau des CHU, et je pense qu'on aura le temps d'en discuter. Donc en fait, ça ne change rien selon vous, au sein du ministère, ça ne change en rien la réduction de la durée, ça ne change en rien la qualité de la formation de ces étudiants? Sincèrement non, parce qu'on a confiance dans notre système de formation, dans nos professeurs, dans la qualité du diplôme qui sera accordé à ces Et dans la qualité de l'encadrement aussi? Bien sûr. Qui fait l'encadrement? Quel contrôle sur cet encadrement?
Pourquoi ces étudiants ne sont pas satisfaits de la qualité de l'encadrement qu'ils reçoivent pendant qu'ils font leur stage au CHU? C'est sur quoi on est en train de travailler actuellement, parce que cette décision de réduction, elle n'est pas arrivée toute seule. Il y a des mesures d'accompagnement avec, notamment en matière de terrain de stage et d'encadrement du stage. Il y a la création par décret d'un nouveau profil qui est le maître de stage, qui n'existait pas avant. Il y a l'encadrant du stage, et qui est, quand on parle de maître de stage, on parle de CHU. Quand on parle d'encadrant de stage, on parle des encadrants qui œuvrent au niveau des CHP et des CHR. Il y a également l'institution de la commission hospitalo-universitaire, et nos chers professeurs savent de quoi je parle, qui travaillait en amont avant, mais maintenant il y a son institutionnalisation à travers un décret, c'est-à-dire c'est sa promulgation au niveau de son pouvoir par rapport à la prise de décision pour déterminer ses maîtres de stage, ses encadrants de stage et également les terrains de stage qui seront valables à accueillir ces étudiants. À quelle échéance? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être penser d'abord à ça avant de prendre la décision de commencer la réforme? Déjà préparer le terrain. Non, mais les étudiants, qu'est-ce qu'ils revendiquaient par rapport à ce point? Ils revendiquaient l'approche participative. Et sur le dossier revendicatif de 50 points qu'ils ont présentés, il y en a 45 qui ont été satisfaites, et parmi eux, l'acceptation de leur admission à la discussion et à l'élaboration carrément de ces projets de texte. Et on est d'accord. Enfin, pour le coup, ils ne sont plus d'accord. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire ils ont été d'accord pendant une période et maintenant ils ne sont plus d'accord. Non. Il faudra faire la différence entre la décision des 7 à 6 ans et entre les mesures d'accompagnement. Pour l'ensemble des mesures d'accompagnement, le gouvernement, à travers la commission qui a piloté le dialogue avec la commission des étudiants, elle était d'accord pour le partage de l'ensemble des textes et la discussion et leur permettre de participer dans ce cursus de stage, de terrain de stage. Du coup, s'il y a année blanche, là, ce n'est pas une décision qui est... S'ils décident de maintenir, justement, ce mouvement protestataire. Je vais en revenir aux expériences antécédentes, 2011, 2015, 2019. Toujours, il y avait une issue à la fin de l'histoire. Avec du dialogue, bien sûr. Professeur Abou Marouf, peut-être une réaction aux déclarations du professeur Heikel, et aussi en quoi, surtout, cette réforme va répondre aux besoins de médecins dont a besoin le Royaume. Merci. Alors, je réagis par rapport au terme utilisé par le professeur Heikel, celui de « imposer », terme utilisé à 2 ou 3 reprises. Nous n'avons pas imposé la réduction des années d'études de médecine de 7 à 6 ans. Il y a un process qui a été respecté. Maintenant, pour le contexte, je vous rappelle que dans les recommandations de la Commission spéciale nouveau développement, pour les personnes qui l'ont lu, il a été recommandé de réduire les années d'études, non pas à 6 ans, mais à 5 ans. Ça, c'est une recommandation. Bien sûr, le gouvernement a tenu compte de toutes les recommandations. La commission à laquelle avait participé le ministre, d'ailleurs, de la tutelle, le ministre actuel de la tutelle, Si Meraoui. Donc, on comprend cette inspiration. La recommandation était de 5 ans, et je suppose que les équipes qui ont travaillé sur ce process au niveau de la commission ont vu un peu ce qui se fait dans le monde et ont vu un peu nos objectifs au niveau du Maroc. Ils avaient recommandé 5 ans. Maintenant, 5 ans pour des études de médecine. Exactement, oui. Et c'est noté noir sur blanc. Maintenant, nous, au niveau du réseau des doyens et avec les enseignants, chercheurs de médecine, on a vu et on a décidé 6 ans et pas 5 ans. Et 6 ans pour avoir en 2 étapes. Et justement, nous sommes à la première étape. Première étape, c'était de réduire à 6 ans en gardant tout le cursus, ne pas le toucher de la première à la 5e année et travailler sur les 6e années et la 7e année. Alors, je reviens à la 7e année. Le professeur Heikel a parlé des années 80 et 90. Maintenant, le constat fait par la majorité des étudiants et des enseignants, chercheurs depuis quelques années, le constat était de dire qu'au niveau de la 7e année, qui se fait en général dans un hôpital préfectoral ou régional loin du CHU, donc je précise, sans aucun encadrement par un enseignant chercheur de médecine, alors ces stages de la 7e année n'étaient pas très, on va dire, les résultats n'étaient pas meilleurs et donc les étudiants préféraient rester au niveau du CHU plutôt que de faire un stage au niveau de la 7e année quelque part.
Et donc la décision, c'était on va réduire carrément en enlevant la 7e année. L'enlever, ça veut dire quoi? Mais en renforçant la 6e année. Alors, on ne la remplace pas, en fait. Juste on l'enlève parce qu'elle ne servait à rien. On ne la remplace pas, mais on arrivera au débat et on va vous dire peut-être comment la remplacer avec la meilleure manière. Dites donc. Alors, on va arriver tout à l'heure avec la santé. C'est bien parce que les gens, ça les intéresse aussi de comprendre si on enlève 7 ans, est-ce que c'est la 7e année, est-ce que c'est pour la remplacer ou c'est juste en suivant aussi la déclaration de Monsieur le ministre devant les députés, c'est de dire en fait finalement cette 7e année ne servait pas vraiment à grand-chose. Alors, la 6e année, tout le monde sait, les étudiants savent ce que c'est. Donc, c'est des stages qu'on fait au niveau du CHU. Donc, on reprend, c'est le récap des études. On refait des stages de médecine, de chirurgie, de gynéco-obstétrique, de pédiatrie. On passe ce qu'on appelle des examens cliniques. Donc, c'est le récap, encore une fois, de médecine, de chirurgie, de gynéco-obstétrique et de pédiatrie. Et on prépare notre thèse. Laquelle thèse? La nouveauté pour ce CNPN, c'est qu'un étudiant a droit de prendre un sujet de thèse, de l'inscrire à partir du S9. Ça veut dire dès le début de la 5e année. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il a 2 ans, qu'il a 4 semestres pour préparer sa thèse et pour la présenter et avoir son diplôme de médecine. Maintenant, quand je reviens à l'histoire, quand on voit au niveau des facultés, à l'époque, avec les 7 ans, la moyenne pour qu'un étudiant, depuis sa première année jusqu'à l'obtention ou la soutenance du sujet de thèse, la moyenne n'est pas de 7 ans. Et elle était de 8 ans, 3 mois, jusqu'à 8 ans, 6 mois dans certaines facultés. Donc on n'avait pas des étudiants qui avaient leur diplôme à 7 ans pile, mais c'était 8 ans et quelques. Et c'est la raison pour laquelle maintenant le sujet de thèse, on peut le prendre à S9 pour soutenir ou en juillet de la 6e année, ou pour peut-être la majorité en septembre ou octobre après la fin de la 6e année. Donc ça, c'est le contexte un peu globalement. Maintenant, pour parler d'année blanche, messieurs les ministres étaient très clairs. Je pense qu'on ne peut pas parler d'année blanche puisque les examens ont été programmés première fois et la seconde fois, ils étaient reprogrammés et il y a des étudiants internationaux qui ont passé leurs examens, les étudiants militaires qui ont passé leurs examens. Maintenant, ça, c'est juste un semestre. Il y a encore un semestre à faire avec ces examens et il y a aussi la session de rattrapage de ce semestre passé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fin février. Je pense qu'on ne peut pas parler d'année blanche et on espère bien entendu que ce problème va être résolu très rapidement. Très bien. Donc, est-ce que vous dites en fait, c'est que, par rapport à ma question, c'est que cette réforme-là va venir répondre aux besoins chroniques de médecins et de cadres de la santé dans notre pays? Alors là, pour corriger un peu, ce n'est pas parce que nous avons réduit d'une année que nous allons avoir beaucoup de médecins. Non. Pourquoi alors avons-nous réduit d'une année? Nous avons réduit d'une année parce que la 7e année n'était pas très intéressante pour nos étudiants, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas d'encadrement par des universitaires. Donc au lieu d'encadrer davantage les étudiants, on leur enlève l'année parce qu'on n'a pas assez d'encadrement. Mais on va proposer mieux. C'est quoi proposer mieux? Donc, première étape, c'était réduire une année, la 7e année. Deuxième étape sur laquelle travaille actuellement le réseau, c'est de travailler sur le cursus de la première à la 5e année. Et Dieu sait, et les étudiants le savent, et les enseignants savent que sur le programme de A5 à A1, il y a des choses encore à modifier, à adapter. Il est vrai qu'ils ont des cours d'anglais, il est vrai qu'ils ont des cours d'informatique, de communication, qu'il va falloir adapter, donc plus de langues peut-être, intelligence artificielle, etc. Et il est vrai aussi qu'il y a des semestres... Oui. Donc, en fait, on va réduire une année et rajouter des matières. On ne va pas rajouter, on va juste adapter. Ils ont déjà l'anglais, ils ont déjà la communication, ils ont déjà l'informatique, c'est juste on adapte. Maintenant, on va adapter aussi le contenu purement scientifique. Quand je parle d'anatomie, pathologie, étudié 4 fois ou 5 fois, quand je parle de détails de parasitologie, de microbiologie, c'est ça le but un peu, d'alléger un peu tout le cursus de la A1 à A5. Donc la formation est aussi concernée par cette réforme. Exactement. Maintenant, pourquoi on modifie? Est-ce que le médecin des années 2000 ou 90, quand on était nous étudiants à l'époque, ça a changé bien entendu, c'était un amphithéâtre et il n'y avait que transmetteur, récepteur
Et donc, le savoir sortait de la bouche de l'enseignant et on devait rédiger ce qu'il disait ou ce qu'il dictait et faire des photocopies entre copains pour avoir le cours. Et puis, petit à petit, ça a changé. Après la période des polycopiés, et puis pour vous dire, actuellement, et bien avant le Covid, les amphithéâtres sont déserts, bien avant le Covid. Quand je dis désert, première année, il y a des étudiants, un peu moins en deuxième année, et quand on arrive à la cinquième année, il y a 20% Mais la qui différence, assistent. est-ce que vous pensez juste à cette époque-là, l'encadrement était meilleur? Est-ce que l'encadrement ne pèse pas autant que les examens qu'on passe dans la théorie? Alors, Est-ce qu'il n'est pas important de mettre l'accent aussi sur la pratique? L'encadrement a toujours été correct dans nos facultés. Et si on revient à l'histoire, première faculté du royaume, c'était celle de Rabat. La seconde, qui était celle de Casablanca, qui a démarré avec des effectifs, avec très peu, on va dire, d'enseignants. Et le résultat, on l'a vu au fil des années. C'est des médecins qui sont devenus eux-mêmes enseignants et qui ont enseigné des générations. Et nos lauréats des facultés, Rabat et Casablanca, ils sont un peu partout au niveau du royaume, dans tous les secteurs, généralistes, spécialistes, et ils sont même à l'étranger et, comme on dit, bien cotés ou très bien même cotés. Oui, justement, cela a été évoqué, justement, cette question d'amphithéâtre quasi vide. Oui. Alors, Adil Znebor, est-ce que aujourd'hui, certains parlent du fait de réduire, de cette réforme de réduction du nombre d'années, c'est aussi pour arrêter les étudiants, pour arrêter l'hémorragie de la fuite des cerveaux? D'accord. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais rajouter à ce que dit le professeur Aboumarouf par rapport à cet effort d'encadrement. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de cet effort que fournit le gouvernement, une convention cadre a été signée, ça fait 2 ans maintenant, pour augmenter les effectifs des professeurs assistants. Et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur en a bénéficié de 400 postes budgétaires l'année dernière. À notre niveau, au ministère de la Santé, on a bénéficié de 150 et on en bénéficiera jusqu'à 2028. Ça, c'est l'effort qui est en train d'être fait. Aussi, un déblocage de crédits, de fonds budgétaires importants par rapport à la mise en place des centres de simulation. Parce que la formation en elle-même, elle évolue. Et lorsque je parle de centres de simulation, je parle de plus d'assurance pour ce patient, ce malade. Parce que, nos chers professeurs le savent, pour un étudiant en médecine surtout, il ne faut jamais pratiquer la première fois sur un être humain. Alors, cette mise en place des centres de simulation, ce déblocage de fonds, de postes budgétaires, de recrutement, d'efforts qui se fait, il vient là pour aider, comme mesure d'accompagnement, à mettre en place l'ensemble de ces procédures. Par rapport à la question que vous avez posée, je vais vous répondre directement. Monsieur le ministre, il a répliqué par rapport à ça. On ne pourra jamais bloquer quelqu'un s'il a cette envie de partir à l'extérieur. Combien coûte-t-il? Combien un médecin coûte-t-il à l'État? Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, il a parlé d'environ 1 million de dirhams. 1 million de dirhams. Voilà. Et en fait, c'est normal de ne pas l'arrêter. Je vous interpelle justement là-dessus. Est-ce que c'est normal de ne pas l'arrêter? C'est-à-dire que est-ce qu'il n'a pas un dû vis-à-vis de l'État qui lui a... Je pense, si vous permettez, je pense qu'actuellement, on est dans une logique d'attractivité et de motivation. L'arrêter, oui, mais comment? On ne va pas l'arrêter en mettant des barrières au niveau des aéroports. Le service civique, comme on l'appelait à l'époque au Maroc. Ce n'est pas une solution et je pense que l'histoire démontre que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais nous pensons que si on travaille sur la motivation, l'attractivité, maintenant la fonction sanitaire qu'on est en train de mettre en place à travers l'ensemble de ces textes de loi qui sont en train d'être préparés. Est-ce que vous appelez, en tant que directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, quand vous parlez de motivation, est-ce que c'est des motivations pécuniaires, bien sûr, financières? Bien sûr. C'est-à-dire un chiffre? Non, mais on ne peut pas parler de chiffres ici. On est en train de mettre en place les textes d'application. Alors, quand je dis des chiffres, c'est juste pour rassurer aussi ces étudiants, parce que les étudiants, ils se disent, bien sûr, pourquoi moi je vais faire autant d'études et pour qu'à la fin je sois payé une misère. À ce stade, je peux vous donner un texte. C'est l'article 13 de la loi 0922 qui parle de fonctions sanitaires et qui parle de la mise en place de nouvelles indemnités par rapport à ce personnel qui va rejoindre le secteur public.
Voilà, c'est-à-dire que c'est toute une réforme qui est en train d'être mise en place. Et nous pensons sérieusement que c'est la motivation qui va régler ce problème d'attractivité du système de santé. Et ce n'est pas le fait de mettre des barrières par rapport... En fait, la réduction du temps d'études, de la période d'études, n'est pas une démotivation. Elle ne va pas contribuer à démotiver l'étudiant en médecine de penser à une carrière à l'étranger. Ce qui a été proposé, et pour décortiquer un petit peu ce qui a été dit à la conférence de presse. Maintenant, au cours de cette 7e année, cet étudiant, il est surtout au niveau des urgences, des hôpitaux périphériques. Et ces hôpitaux, parce qu'on le reconnaît, ces hôpitaux, ils ont une grande pénurie en matière de ressources humaines qui impacte négativement la population. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que bon, il y a un manque, donc du coup... Alors, ce qui est proposé maintenant, alors au lieu, comme ce qu'a insinué le professeur Abou Marouf, au lieu d'avoir ces 7e années pour peaufiner son cursus de formation, vous pouvez rejoindre le groupement sanitaire territorial en tant que fonctionnaire à plein droit, avec ce que vous entendez, l'indice 509, c'est-à-dire un règlement de à peu près 13 000 dirhams mensuels. Sans avoir passé la case d'encadrement dans ce même établissement où vous n'avez pas trouvé d'encadrement, mais là vous avez carrément un poste de responsabilité. Non, c'est pas un poste de responsabilité. En fait, vous êtes médecin, c'est-à-dire vous pratiquez. Donc vous pratiquez sans encadrement en amont. J'essaie de vous suivre. Oui, bien sûr. Est-ce que cet étudiant de 7e année, on l'appelle un faisant fonction d'interne. C'est ça. Mais c'est un médecin. Il fait toutes les fonctions de médecin, sauf qu'il a besoin d'encadrement. Non, mais il pratique. Oui, mais il pratique dans cette 7e année d'encadrement. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il assure une garde? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça les 2 dernières années, la 6e et la 7e année. Effectivement, maintenant, on est en train d'améliorer l'attractivité du système de santé en lui proposant, au lieu d'avoir maintenant, je pense, il touche les 1600 dirhams, il pourra toucher 13 000 dirhams avec tous les avantages d'un fonctionnaire. Alors, professeur Jafar Haïkel. Oui, je vous écoute. Non, mais je vous voyais sourire, je pensais que vous vouliez réagir. Non, mais en tout cas, j'ai pas de doute, Khadija, j'ai pas de doute. Non, mais sur la qualité de formation, peut-être. Est-ce que vous... Écoutez, on a été formé dans des facultés marocaines. On est fiers de notre formation. On est parti à l'étranger. On a montré combien notre formation, si Abou Marouf le sait. Elle est très demandée, oui. On forme bien nos médecins, on se les arrache à l'étranger. Sauf que du coup, il y en a 700 qui partent par an. Mais il y a une chose, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on applique la même logique. Quand on me dit, les médecins, vous savez, c'est Abou Marouf le sait, il y a une enquête qui a été faite auprès des étudiants en médecine, et ceux de 4e année déjà, il y en a beaucoup, malheureusement, je le dis malheureusement, qui partent, en tant qu'enseignants, qui veulent partir. Exact. Ils sont 4e année de médecine. Quitte à refaire une année, quitte à s'ajouter une année sur le cursus. Exactement, et ils veulent partir. Et ça me fait mal au cœur, parce que moi j'aimerais bien plutôt qu'ils restent. Quand on dit qu'on finance les études des médecins et c'est pas normal qu'ils partent, bien sûr, nous aussi on aimerait bien qu'ils restent, mais appliquer la même logique sur des ingénieurs. Il y a des centaines d'ingénieurs. Non, mais de toute façon, le service civil ou civique, ça dépend de où on se trouve. Le service civil obligatoire, il concerne tout le monde. Et d'ailleurs, tout à fait, les ingénieurs. Et ce sont des métiers sensibles. Ce sont des métiers sensibles et qui coûtent beaucoup d'argent à l'État. Alors, dites-moi, pourquoi, à votre avis, et je remercie Cisneber d'insister, il faut qu'on soit plus attractif. S'il y a 600, 700 médecins qui partent, si nous n'avons pas des milliers de médecins étrangers qui viennent exercer au Maroc, c'est qu'il faut, et j'espère avec la refonte du système de santé voulu par Sa Majesté le Roi et auquel travaille le gouvernement, ben j'espère qu'on sera plus attractif. Pour que non seulement ceux qui sont formés ici restent et que d'autres veulent venir le cas échéant. Est-ce que vous pensez que l'attractivité n'est que pécuniaire, n'est que financière pour ces médecins? Non. Est-ce que je pense que le consensus sur le non. L'attractivité, elle n'est pas que financière. Ah, pas du tout. Elle n'est pas du tout que financière. Quels sont ces autres aspects, justement? Je ferai le tour de table là-dessus. Oui, professeur Haïkel. Ce sont les conditions, ce sont les conditions de travail, ce sont les moyens, ce sont la valorisation, et j'espère que la fonction sanitaire va revenir sur cette valorisation. Elle n'est pas que financière, elle est également dans les conditions de travail.
Par contre, moi, j'ai une réponse claire et je le dis, j'assume ce que je dis et je m'excuse auprès de mes confrères qui sont avec vous, c'est Abou Marouf. L'augmentation du besoin des médecins que nous avons au Maroc, il faudrait la travailler et la réfléchir parce que je ne suis pas d'accord avec les chiffres qui sont avancés. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement... Les 34 000, les 34 000... Pardon. Les 34 000, c'est le chiffre avec lequel vous n'êtes pas d'accord, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que je voudrais qu'on me dise comment on a fait pour le calculer. Je voudrais me dire, est-ce que ça concerne toutes les régions et toutes les spécialités? Je crois qu'il y a des besoins énormes en fonction des régions et en fonction des spécialités, et que je voudrais simplement savoir, à titre intellectuel, comment on a fait pour calculer les 34 000. Attendez. La seule question. Il peut répondre peut-être. Adil Znebar, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça va nécessiter un peu plus de temps et j'invite le professeur à nous rejoindre. Quelle a été la méthodologie justement elle est là pour mettre en place ou pour annoncer ce chiffre des 34 000? La méthodologie, elle est faite par rapport aux besoins déterminés par rapport à l'OMS, au besoin d'atteindre le ratio 4,45 d'ici. Ah, ce que vous disiez tout à l'heure, par 10 000 habitants. 2030, par rapport aux 10 000 habitants et par rapport à l'existant par région. Et c'est un objectif qui est précisé par l'OMS qu'il faudra atteindre. Mais c'est un chiffre, c'est-à-dire c'est une moyenne nationale, mais pas régionale. Il y a des régions, bien naturellement, qui ont plus de manque que d'autres. Bien sûr, c'est une moyenne nationale. Et par rapport, on a la déclinaison par région, par spécialité, par autre chose. Tous ces chiffres sont disponibles, il n'y a pas de problème. D'accord, mais qu'on peut contester aussi. Hein. Bien sûr qu'on a. Je parle du docteur Haïkel, du professeur Haïkel. Je rappelle à mon ami Znebar que l'OMS, ce n'est pas le Coran. Et je rappelle qu'une moyenne ne veut rien dire au niveau national, qu'il faut l'appliquer par rapport à des besoins de santé. Il y a une demande de santé par rapport à une région, parce que la région n'a pas les mêmes besoins de santé, n'a pas les mêmes demandes de santé, et par rapport également aux spécialités. Donc oui, je suis d'accord avec Znebar, avec plaisir, il y a certainement donc des besoins, mais je crois que c'est très important de ne pas généraliser et de ne pas sortir un certain nombre donc de chiffres qui, de toutes les façons, ne sont pas atteignables tout de suite par rapport à un certain nombre aujourd'hui d'engagements. Oui. Sont-ils atteignables, encore une fois, si effectivement la réforme est menée en bonne et due forme, j'ai envie de dire. Oui, professeur Abou Marouf, peut-être, oui, j'interpellais tout à l'heure sur cette question d'attractivité aussi des études. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence entre les étudiants des facultés privées et des facultés publiques? Alors, avant de répondre, je pense qu'on a démarré l'émission, mais sans parler du contexte global et général. Pourquoi réduction de 7 ans à 6 ans? Pourquoi augmentation des effectifs? Donc, je pense qu'il va falloir le rappeler. Donc, nous sommes sur un chantier royal et un projet royal, celui de la couverture sanitaire. Et pour ça, il y a eu une refonte du système national de santé demandé par Sa Majesté. Et je parle de refonte et pas de réforme. Donc c'est une refonte, avec tout ce que ça suppose, une refonte, comme oser pour le diagnostic, voir le diagnostic réellement et pour oser le changement. La difficulté peut-être aujourd'hui, c'est que nous sommes au tout début. Et oser ou imposer le changement? Oser. Non, parce que vous aviez relevé le mot imposer sur la déclaration de Si Haïkel tout à l'heure. Et c'est ce que regrettent justement les étudiants dans leur déclaration, c'est que ce n'est pas une question de courage politique comme justement ça a été rappelé par les ministres, mais qu'on nous impose quelque chose que nous... on n'a rien imposé, oui, c'est un travail collégial depuis le gouvernement jusqu'aux enseignants-chercheurs et c'est une réforme des études médicales et c'est une refonte du système national de santé. Et puis c'est un cercle, parce que pour faire cette refonte et pour avoir le courage de faire la refonte du système national de santé, on a besoin justement, et on a eu besoin de réformer nos études médicales. Et je rappelle encore une fois que nous sommes la première étape, celle de réduire ou d'enlever la 7e année, mais il y aura la deuxième étape cette année qui est celle de A1 à A6. Maintenant, je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a réduit une année qu'on va augmenter les effectifs. Ce n'est pas ça la réalité.
Augmenter les effectifs, c'est passer par justement ce contrat ou cette convention cadre qui est celle de la mise en œuvre du programme du renforcement de la densité du personnel de la santé, donc signé devant Monsieur le chef de gouvernement avec le ministre enseignement supérieur, santé et économie et finances. Et donc, il y a des mesures d'accompagnement pour l'augmentation des effectifs. Résultat, c'est pour avoir une sorte d'autonomie. Et nous avons vécu récemment la pandémie Covid et on a vu un peu ce que c'était. Avoir l'autonomie, avoir notre souveraineté sanitaire. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un choix d'augmenter les effectifs? Oui, on peut dire que c'est un choix stratégique parce que c'est une nécessité aussi en même temps. Alors, mesures d'accompagnement, je vais donner des chiffres pour vous dire comment on va se comporter d'ici 2030, entre 22 et 30. C'est des chiffres historiques, 3600 postes pour enseignants-chercheurs et administratifs. Je parle des facultés de médecine. 3600 postes pour améliorer et garder un taux d'encadrement pédagogique correct, comme à l'international, et un taux d'encadrement administratif aussi correct pour accompagner. Et vous allez recruter au Maroc ou il faudra peut-être faire appel à des... Non, c'est des Marocains. Ah, c'est des Marocains. Postes de professeurs assistants, Oui. c'est des administrateurs ou des techniciens, bien entendu. Ça, c'est les postes, et je donne l'exemple 22-23, il y a eu des recrutements de pratiquement 700 postes au niveau des facultés, dont 500 et quelques d'enseignants-chercheurs. Je parle maintenant budget d'ici 2030. En investissement, l'État met 1,7 milliard de dirhams pour les facultés de médecine, pharmacie, médecine dentaire. Et en fonctionnement, 750 millions de dirhams d'ici 2030 répartis sur plusieurs années. Pour dire qu'il y a de l'accompagnement en poste budgétaire, en budget d'investissement, en budget de fonctionnement. Et en parlant de régions... Vous pensez que cela va faire remplir les amphithéâtres que vous disiez quasi vides tout à l'heure? Quand je dis les amphithéâtres sont quasi vides, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inscrits. Non, non, c'est aussi peut-être l'attractivité, je ne sais pas. Non, mais est-ce que vous pensez qu'en recrutant, eh bien, ça va faire revenir les étudiants sur les bancs des amphithéâtres? Dernier concours de médecine, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'accès aux études de médecine, pharmacie, médecine dentaire, c'est un concours commun. Oui. Je parle du public, des facultés publiques. 60 000 candidats. Donc, il y aura toujours des candidats qui voudront faire médecine, et puis c'est dans notre histoire, nos habitudes, dans chaque famille, culture, c'est on a besoin la médecine. On a besoin d'être médecin pour les jeunes, nos jeunes. Oui. Donc, quand je dis les amphis sont vides, c'était pédagogiquement où l'étudiant n'est plus obligé d'être à l'amphithéâtre pour avoir l'information. Ça a bougé, ça a changé au fil des années. Maintenant, les cours, ils sont un peu partout. Les étudiants ont leurs cours dans leur ordinateur ou dans leur téléphone. Et puis, n'oublions pas l'expérience Covid qui nous a montré qu'on peut faire des choses en digitalisation, des choses à distance. Et je me rappelle, après même le Covid, alors que j'étais doyen de la faculté, après le Covid, quand on a repris, c'était le distanciel et il y avait des étudiants pas à l'amphi, mais à la bibliothèque en train de suivre le cours qui était à l'amphi. Donc, pour dire que les amphis vides ne veut pas dire que les étudiants ne sont pas intéressés, mais juste leur moyen ou leur manière d'être formés a changé au fil des années et il est certain qu'il va encore changer. Nous sommes en 2024, le comportement d'un étudiant de 2000 ou d'avant, d'années 80, n'est pas celui de 2024 et ce sera autre en 2030 ou 2035. Là, on a déjà la génération alpha et Z, etc. Donc, le comportement a changé. Et donc, dans cette réforme études médicales, nous avons tenu compte aussi de ça, du changement, de l'évolution, etc. Maintenant, pour parler de région et de régionalisation avancée, est-ce qu'on se prépare pour la régionalisation? Oui. La preuve, c'est qu'on a démarré la rentrée pédagogique pour des facultés à Beni Mellel, à Rachidia, à Glimim, où le démarrage a commencé cette année avec 150 et 100 étudiants, et ça va augmenter. Et le but, bien entendu, c'est que chaque région puisse avoir ses bacheliers qui ont cette possibilité de faire des études de médecine et de devenir médecin généraliste. Dans leur région. Peut-être faire la spécialité. Et le but, c'est de rester dans leur région. Maintenant, je précise, ça ne veut pas dire, quand nous avons un étudiant de Glimim, qu'on va lui imposer de travailler à Glimim. Ça, on ne peut pas. Ça veut dire, même avec les GST,
Les GST auront cette autonomie. Et donc, même celui de Guelmim, s'il veut partir à plutôt à Tanger ou à Dakhla ou à Oujda pour travailler, il aura cette possibilité. Alors, c'est juste aussi, il y a consensus que, en fait, que ce mouvement de boycott touche toutes les régions. Hein. C'est pas que certaines régions, parce que c'est le sujet d'actualité. Que risquent concrètement ceux qui boycottent aujourd'hui, professeur? Alors, ça touche toutes les régions, oui, et on a été étonnés pourquoi un jeune bachelier de quelques mois à Glimim, Rachidia ou à Bni Mellal boycotté. Bon, c'est l'effet un peu de solidarité, et la preuve encore, parce que c'est comme un seul corps, la preuve, première programmation des examens. Vous savez que même les internationaux n'ont pas passé leurs examens, juste par principe, puisqu'il y a un mouvement, etc. Mais du coup, ils risquent quoi? Que risquent-ils? On espère que ça va se débloquer, parce que maintenant, on n'est pas rentré dans le détail même. On espère de tout que ça va se débloquer, qu'ils vont reprendre leur cours, et puis qu'on passera l'année... L'examen raté va être rattrapé, vous le disiez tout à l'heure. Il y a une session de rattrapage, oui, il est programmé fin d'année, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, professeur Abou Marouf. C'est moi. Merci à vous également, Adil Znebab, du ministère de la Santé. Merci, professeur Haïkal. Merci à vous. Merci à vous. Nous allons certainement suivre ce malheureux feuilleton des étudiants qui boycottent, des étudiants en médecine qui boycottent donc les travaux pratiques, mais aussi les examens et les stages. On espère en tout cas, pour qu'il y ait, Inch'Allah, très vite, une issue à cette crise. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.